rappelles Blake et Mortimer? Oh là là, oui, des pages et des pages de narration pompeuse, d'informations éducatives sur les lieux visités, aucun personnage féminin. Fallait-il que ces histoires soient passionnantes pour que j'accroche à cette BD? En fait, tu voulais dire le dessin animé. Oui, ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, ça te dit quelque chose? Eh bien, c'est une des adaptations qui m'a le plus satisfaite en tant que fan de BD, avec la série animée Tintin. La série prend pourtant des libertés, beaucoup. Mais tu me l'accorderas, à quelques rares exceptions près, elle prend les bonnes. Je suis forcé de te croire sur parole, je les ai pas lus, moi, les BD. Mais t'en vantes pas en plus! Comment je peux accepter de fréquenter un ignare pareil? Il faut tout pour faire un monde. Des gens qui croient que les météorites sont pleines de liquide noir neurotoxiques et mutagènes, et des gens qui lisent pas les BD. Bon, je vais t'expliquer. Ce qui rend les BD si géniales, et fait qu'elles ont encore autant de succès malgré tout ce qu'elles peuvent avoir de désuet et de dépassé, c'est leur scénario de base. Deux héros quasiment génériques qui vivent des aventures captivantes et bien rythmées, qui empruntent leur ambiance à toutes sortes de genres. Science-fiction, fantastique, historique, roman noir. Et attention, je ne parle là, et je ne vais parler que des BD faites par E.P. Jacob. Les autres, faites plus récemment, sont beaucoup plus proches de l'esprit du dessin animé que la série de BD d'origine. Le génie de ces histoires fait qu'on n'arrive pas à en décrocher, ce qui a d'autant plus de mérite que ces bandes dessinées ne sont pas exemptes de défauts. Oui, j'ai bien entendu, des pages et des pages d'informations éducatives, aucun personnage féminin. Ah, ça c'est rien, c'est le cas dans pas mal de BD belges pendant très très longtemps. Non, ce qui passe très difficilement, c'est narration. Ouais, les narrations. Et d'ailleurs, pourquoi il y a des narrations dans une BD? Eh bien, parce que Black et Mortimer datent d'une époque où le phylactère était honni. On l'accusait d'inciter le jeune lecteur à la paresse et de lui désapprendre à lire. Pour pallier ça, et aussi pour camper l'ambiance par un autre biais que le dessin, E.P. Jacob n'hésitait pas à rajouter des panneaux entiers de didascalie remplis d'une narration si pompeuse que même dans un roman d'aventure, elle aurait été difficilement digeste. Ah, je connais ta tendance à exagérer. Ah oui? Exemple! Saisissant la lourde statue, Mortimer surgit soudain de sa cachette. Il se rue sur ses adversaires stupéfaits, les culbute, puis, en deux bonds, saute dans l'escalier. À cette vue, Razou l'appuie sur la gâchette, mais vide. Autre exemple! Les minutes passent. Dans le musée désert que la lune inonde de sa clarté, tout semble rêver à un immémorial passé. Mais voici que paraît une silhouette. Elle s'avance lentement en s'éclairant d'une torche électrique. Et maintenant, le meilleur moment de toute la BD. Puis, changeant brusquement de ton, le cheikh dit « Il y a quelqu'un derrière la porte. » Quoi? Et, l'ouvrant brusquement, se trouve nez à nez avec Abbas, l'ouvrier du chantier de Großgrabenstein. Ah, je vois, t'es ravi parce que dans la série animée, point de narration pompeuse. Et pourtant, le côté kitsch a été gardé. Hein, comment? Haha, les personnages. Par les saintes culottes de MacGregor! Tu veux dire qu'ils sont pas comme ça dans les BD? Bah non, comme je t'ai dit, c'est des héros quasi génériques. E.P. Jacob a juste pris la peine de faire jouer à Mortimer le rôle du gros de temps en temps. Résultat, il est beaucoup plus populaire que Black. Ce sont des héros typiques des années 50, colonialistes, patriotes, bien pensants, généreux, soucieux du bien commun, et ils s'intéressent à absolument tous les sujets qui ne sont pas de leur formation. Ça fait plaisir, un scientifique qui lit autre chose que des articles scientifiques. Veux-tu un cours particulier sur le transfert d'énergie cinétique lors du choc de deux objets tels que mon poing et ton dos? Le fait est qu'on aurait pu les moderniser. Mais non, on les a gardés comme ça. Et on les a cartoonisés à mort. Et du coup, Black devient un anglais plus anglais que le thé de 5 heures, avec tout ce qui va avec. Il ne s'énerve jamais, ne dit jamais un mot de trop et fait face à l'adversité avec une classe presque ridicule. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai horreur de me presser. Quant à Mortimer... Tenez, mon brave. Professeur Mortimer, C'est tout. Satané écossais. Tu veux dire qu'il est pas écossais dans les BD? C'est précisé dans aucune des BD de P. Jacobs. Mais les suivantes ont été dessinées suivant les notes du premier auteur. On y confirme qu'il est d'origine écossaise, donc je suppose qu'il était prévu qu'il le soit de toute façon. D'origine écossaise seulement. En plus, il n'est absolument pas pingre.
Et surtout, Par les saintes culottes de MacGregor. En général, ça veut dire qu'il est content. il n'y a pas de sainte culotte de MacGregor qui tienne. Il dit by Jove et Bloody Hell comme Black. Ces jurons à la con, ça a été rajouté pour remettre à nos histoires ce kitsch qui a disparu avec les narrations. Par les saintes culottes de MacGregor. Toujours cette stupide expression écossaise. Dommage, je les trouve marrants, moi. Ah, autre chose, il est bien physicien dans les BD. Mais on le voit jamais faire de la physique. De l'égyptologie, du japonais, oui. De la physique, jamais. Il en fait un peu dans la marque jaune. Bon, c'est de la physique de niveau lycée, mais enfin, passons. Je savais bien que c'était la liaison hydrogène. L'a entièrement rajouté aussi. Les ajouts ne servent pas qu'à rekitschiser, ils servent aussi à rendre plus flagrant des aspects de l'intrigue qui passaient un peu inaperçus dans les BD. Par exemple, il a fallu que je voie l'épisode SOS Météore pour comprendre que Black et Mortimer sont censés être d'un certain âge. Dites donc, Blake, quelle forme! Effectivement, la machine fonctionne encore bien. Il suffit de l'entretenir un peu. Ah, c'est Blake et Mortimer, et pas Black. Pourquoi tout le monde dit Black? Je suis le seul à prononcer correctement. Parce que tu es le seul à pas l'avoir découvert par écrit et à pas l'avoir découvert avant de savoir parler anglais. Oui, mais maintenant tu parles anglais, donc tu sais que c'est Blake et pas Black, comme dans Black and White. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Donc si le grand méchant se conduit en super vilain de cartoon, c'est un ajout aussi? Non, le colonel Ulrich, ancien officier d'une tyrannie asiatique renversée, reconverti en grand bandit international, est réellement comme ça. Aussi excité, aussi emphatique, aussi mégalo. Mais une fois mis en image animée, l'effet est saisissant. D'autant qu'on lui a très bien choisi son doubleur. Libre! Je suis libre! Au tour de Mortimer, maintenant. Ils ont bien choisi la musique qui va avec aussi, ça permet aux spectateurs d'attendre avec impatience ce moment pas crédible d'une seconde où on découvre que, en dépit de toute probabilité, le cerveau de la nouvelle affaire qui n'a absolument rien à voir avec la précédente, c'est encore et toujours Ulrich. Mon ami? Bon sang, mais vous pourriez faire attention! Ulrich! Pour être à la fois le super vilain connu sous le nom de Marque Jaune, la tête pensante d'un complot impliquant l'Atlantide et le dictateur d'un monde parallèle accessible uniquement par la magie druidique, faut quand même le vouloir. Ça encore, c'est un truc commun à toutes les BD belges. On a Jules César dans Astérix, Zorglob et Zantafio dans Spirou et Fantasio, et Rastapopoulos dans Tintin. Encore que pour Tintin, même moi qui n'ai pas lu les BD, je sais que c'est une fausse idée qu'on se fait, Rastapopoulos ça n'intervient pas tant que ça. Il intervient plus dans les BD que dans la série animée quand même. Mais là on digresse, on parle plus de la bonne série animée. Quand même, justement, Tintin a dû passer par le filtre du politiquement correct à son passage à l'écran. Les références à l'alcool y ont été supprimées. Des trucs de ce genre dans Black et Mortimer? De ce point de vue-là, deux modifications majeures. En premier lieu, Nazir. Nazir, c'est qui ça? Tu vois cet indigène dans Le Secret de l'Espadon qui les aide à lutter contre une tyrannie asiatique? Ah oui, lui, mais il intervient que là. Et non. Dans les BD, il devient leur boy et il leur sert le whisky. Jusqu'à la Marque Jaune. Après, il disparaît, décolonisation oblige. Ce type-là sert le whisky. Eh oui, c'était pas possible de garder ça. Mais c'est dommage parce que ça fait disparaître un personnage. Et dans cette même lignée, il y a une modification dans Le Secret de la Grande Pyramide. À un moment donné, Black se déguise en indigène. Dans les BD, il ne révèle pas tout de suite à Mortimer que c'est lui. Dans la série animée, il le révèle tout de suite et ça évite de montrer combien Mortimer se conduit différemment avec les gens quand il croit avoir affaire à un indigène et quand il croit avoir affaire à un anglais. Bon, et la deuxième modification remarquable? Ben, on a rajouté des femmes partout. Pour que ce soit plus politiquement correct ou pour pouvoir rajouter des personnages qui servent à rien sans que personne se doute de rien? Ben, très probablement pour que ça prête pas à confusion. Black et Mortimer datent de l'époque où les grandes amitiés viriles ne suscitaient aucun soupçon. Ah ouais, on soupçonnerait jamais qu'en fait il ne soit pas homosexuel. Ta gueule! Aujourd'hui, l'homosexualité, on en a l'habitude, on sait ce que c'est, mais ça correspond pas à ce que P. Jacobs voulait avec ses personnages. Donc, nos héros sont devenus des tombeurs, une femme dans chaque corps. Et ça, c'est politiquement correct, c'est quasiment du James Bond à ce stade-là. Bah, ce serait pas spécialement politiquement incorrect si on précisait pas des fois que
Les femmes qui draguent ont quelques 20 ans de moins qu'eux. Katerina Giratsek. Oh, Katerina. Eh oui, je sais, j'ai grandi. T'es vraiment sûr qu'ils ont pas rajouté ces personnages juste par conscience que les filles aussi regardent le dessin animé? Il doit y avoir de ça, mais même le sidekick d'Ulrich se trouve une meuf dans un épisode. Obligé, du coup, on peut laisser passer des répliques comme ça. Comment me trouves-tu? La lune me semble bien pâle comparée à mon empereur. En même temps, il faut dire que le dévouement de Sharkey à Ulrich est dur à expliquer. Ce n'est pas un de ses anciens soldats de l'époque où il était officier, il est engagé comme homme de main quand Ulrich passe au crime scientifique, et il ne le quitte plus malgré le fait que son dévouement lui attire sévices, maltraitance, prison et autres joyeusetés. Mais Sharkey, c'est un dur au cœur tendre. On lui a retiré sa passion pour les films Disney dans la série animée, mais je pense que c'est parce que les épisodes doivent durer que 40 minutes. La plupart restent très fidèles à leur BD d'origine. On accélère tout au plus certains passages pour avoir un meilleur rythme. On rend certaines scènes d'exposition un peu plus vivantes. On féminise un personnage pour rajouter une intrigue amoureuse. Et comme je l'ai dit, Nazir a disparu. À part ça, presque tous les épisodes adaptés d'albums sont relativement fidèles à leur album d'origine. Presque tous, parce qu'il y a l'affaire du collier. Ah oui, l'affaire du collier. Épisode très what the fuck dont le sens m'échappe complètement et où les héros semblent avoir oublié leurs neurones à la maison. Adapté d'un des meilleurs albums. Enfin, adapté. Le collier de Marie-Antoinette a été retrouvé. La France et l'Angleterre se disputent son héritage et en attendant, on confie le collier à un restaurateur appelé Duranton. C'est absolument tout ce que le synopsis de la BD et le synopsis de l'épisode ont en commun. Le fantôme de Marie-Antoinette n'intervient pas dans la BD? Les fantômes! Nos héros se rendent à Paris parce qu'ils doivent témoigner pour le procès d'Ulrich, qui a été arrêté dans SOS Météor. Seulement sur le chemin du tribunal, Ulrich s'évade, et aussitôt évadé, il se rend chez Duranton pour voler le collier. Ouais, dans l'épisode, ils vont pas à son procès, ils vont à sa séance de dédicace pour le bouquin qu'il a écrit pendant les années qu'il a passé en prison, ce qui pose de sérieux problèmes de chronologie. Mes amis, tel le célèbre Vidocq, Ulrich a abandonné la voie du crime pour suivre le chemin de la probité et de l'honneur. Souhaitons-lui un beau succès pour son ouvrage, dont je tiens à préciser que les droits d'auteur seront reversés aux bonnes œuvres de la police. L'album est une enquête policière qui conduit à visiter un peu Paris dans ses côtés les plus mystérieux, les jardins parisiens de nuit, les catacombes. On visite bien les catacombes dans l'épisode. Oh ta gueule! Une enquête policière, c'était pas assez grand guignolesque pour une série pour enfants, alors on a rajouté cette histoire de fantôme! Allez, ça permet de faire connaissance avec cette aimable jeune femme, la cousine Margaret. Celle-là est pour Blake vu que c'est la cousine de Mortimer. Alerte Marissou! Alerte Marissou! Marissou, au masculin Garistou ou Martistou, est un terme péjoratif donné à un personnage de fiction. Ah, ils savent lire. Et puis comment ça, Marisu, pas plus que les autres personnages féminins de cette série? Si! Les autres filles introduites dans cette série ont été mises au service de l'intrigue. Celle-là, c'est l'intrigue qui se met à son service. Il lui faut une histoire de fantôme pour pouvoir se la péter? Ok, rajoutons une histoire de faux fantôme. Elle aura l'air ridicule si un vrai fantôme n'intervient pas? Ok, rajoutons un vrai fantôme! Ah, et elle fait ce que font les filles de dessin animé, elle rembarre les dragueurs qui ne la draguent pas et coupe le clapet aux machos qui ne faisaient pas de matching. Farfelu. Voilà bien longtemps que vous n'avez pas été traité de la sorte, Francis. Alors, tu reconnaîtras quand même que contrairement à Funky Cops, l'univers de Blake et Mortimer se prête plus à accueillir une Marisu. Non! Par définition, une Marissou n'est une Marissou qu'à partir du moment où aucun univers ne se prête à l'accueillir. Les univers sont obligés de se déconstruire pour accueillir une Marissou. Avant, c'est juste un personnage réussi, comme le professeur Anna Ragnar de Tyr. Merci. Dans l'héritage du Viking, ou Katerina dans le testament de l'alchimiste. Deux très bons épisodes, soit dit en passant. Entièrement originaux, et pourtant impossibles à distinguer de ceux qui sont adaptés. E.P. Jacob ne les aurait pas reniés. Les scénaristes ont très bien saisi ce qui fait un Blake et Mortimer. Un peu d'archéologie, de science, de mysticisme, de course-poursuite, de figurants hauts en couleur, un rythme soutenu et le tour est joué. Tout ça à partir d'une fraise. On retrouve ces éléments dans les deux autres épisodes inédits, Le secret d'île de Pâques et La porte du druide. Mais sauf que là, on passe le cap du classe pour tomber dans le ridicule. Attends, des extraterrestres avec des têtes de moailles? Je trouve ça marrant, moi, d'autant plus que c'est pas plus ridicule que de penser que les sculpteurs qui ont sculpté cette statue ont vraiment pensé représenter des vrais gens. Mais ils cambriolent le musée du Louvre!
C'est pas pire qu'un mégazord de géant qui escalade l'Empire State Building. Mais pour les détruire, il faut le faire du bruit. Sur quelle planète anormalement silencieuse est-ce qu'ils vivent? Dans la même que les symbiotes de Marvel, sûrement. Mais ils utilisent un tas de machines. Elles doivent bien faire du bruit, leurs machines. Bon, ça va, c'est quand même moins pire que la porte du druide avec ses images recyclées, son intrigue difficile à suivre et sa fin en queue de poisson. C'est vrai qu'au moins, dans les secrets de l'île de Pâques, il n'y a pas le retour de la Marissou. Enfin bref, toujours est-il que cette série a deux qualités. En fait, une qualité mais en deux aspects. Déjà, on peut la voir sans avoir lu l'œuvre d'origine. Ouais, on peut, effectivement, dans tous les sens du verbe pouvoir. C'est-à-dire qu'un fan de la BD ne sera jamais choqué d'entendre parler un fan du dessin animé. L'état d'esprit correspond. Je sais qu'on a dit pour Valérian, entre autres, qu'il fallait se demander quelle était la valeur en soi d'une adaptation avant de la rejeter parce qu'elle ne ressemble pas à l'œuvre d'origine. Et c'est vrai, je ne le dédie pas. Mais dans la pratique, c'est pas toujours facile à faire quand on parle à des gens qui ne connaissent que l'adaptation. Moi, quand j'entends des gens me parler des dessins animés, Cédric et Billy the Cat, et alors que c'est tout ce qu'ils connaissent et qu'ils n'ont pas lu les BD, je me sens comme dans un monde parallèle où tout ce qui est formidable est devenu banal, nul, pas terrible. Quand j'entends parler de Spirou et Fantasio, moi, c'est franc, hein. Mais il y a des gens qui ne savent même pas que ça n'a rien à voir avec les albums de Tom et Jean-Ry. Et je sais pas quoi faire face à ça. Quand j'entends parler de Marcelino, pour moi, c'est la saison 0. Et plus personne s'en souvient à part nous. Alors, quand j'entends quelqu'un qui n'a vu que le remake américain de Ring, et qui me dit que ça s'appelle Ring à cause du cercle formé par le puits, je vous jure, j'ai envie de chialer, ça me désespère de penser ça. Quand j'entends parler de Black et Mortimer, au moins, c'est toujours les mêmes. D'autre part, le dessin animé ne fait pas oublier l'œuvre d'origine. C'est limite s'il n'y a pas un gros panneau rouge pendant tout l'épisode pour nous rappeler « Attention, l'œuvre d'origine est une BD, allez vite la lire à la fin de l'épisode ». Moyennant quoi, t'as pas été le lire. Oui, mais comme tu dis, j'en ai eu un bon aperçu et je peux en parler avec toi sans souci ni malentendu. Le dessin, les décors, l'animation, tout est fait pour rappeler l'esthétique de la BD belge. Mais pas en gardant un aspect figé comme dans Tom Tom et Nana. Non, l'animation est fluide, c'est le dessin et les couleurs qui font cet effet-là. On pourrait voir des encadrés comme dans Tintin et les Oranges Bleues que ça ne choquerait même pas. Le doublage est franchement pas mauvais. Les doubleurs ont adopté un petit ton snobinard pour renforcer le côté héros des années 50 et les entendre se dépatouiller dans les situations les plus épineuses et hilarant. Quant aux musiques, elles sont impeccables, rien à redire. Le générique est superbe, tant dans la musique que dans le montage. Au début, quand je le regardais, mes frères et moi, nous nous amusions à nommer les albums dont les images étaient inspirées. Y a pas à dire, ce générique mérite qu'on s'en souvienne. Tu veux dire cette série? Hein? Ah oui. On dirait que nous approchons. Ce sont les immortels qui ont juré de renoncer à l'épée pour aider les hommes à renverser la tyrannie de Cordan. Ton heure a sonné, Minable. Par les saintes culottes de MacGregor! Comment osez-vous revenir au palais? J'ai bien senti un chat, mais où ça, un chat? Nous devons nous emparer du prototype de l'espadon. Le professeur Mortimer doit être capturé vivant. Bonsoir, mademoiselle Alice. Je suis venu vous aider à oublier votre grand chagrin. Gotham City sera peut-être le pays des merveilles, Alice. Mon meilleur ami. Voyons voir. C'est toi, Lydia. Et pourtant, il y est.
Maledetzione! J'étais parti en patrouille dans le secteur et à mon retour, ils étaient là. Je vous assure, lieutenant, Batman a tout fait louper. Montoya et Wilkes étaient en retard, j'ai commencé tout seul. Évidemment qu'elle est vraie. Qu'est-ce que vous croyez? Au fait, en parlant de départ, quelle heure est-il? Le témoin capital est mort. À cause de ces terriens, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Eh oui, c'est moi le Joker, qui vous souhaite un très beau et très joyeux Noël, les petits gars, et à toi tout spécialement, mon cher Batman. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé!